cette vidéo, nous allons parler du théorème de Norton. Donc le théorème de Norton, lui, c'est l'homologue du théorème de Thevenin, mais pour les sources de courant. Il a le même objectif que le théorème de Thevenin, c'est-à-dire déterminer pour une impédance comment elle va être alimentée en termes de courant. Comme le théorème de Thevenin, elle sert aussi à simplifier un circuit complexe pour se ramener à un circuit beaucoup plus simple, avec du coup une source de courant, une résistance de Norton, qui vont alimenter un dipôle R. D'accord? Donc l'idée va rester la même que pour le théorème de Thevenin que j'ai exposé dans une précédente vidéo. On va vouloir déterminer le courant de Norton et la résistance de Norton. Donc ici, les deux étapes n'ont pas d'ordre, hein. C'est comme pour le théorème de Thevenin, je peux très bien d'abord déterminer le courant de Norton, puis ensuite la résistance de Norton, ou inversement. Ici, si je commence d'abord par la résistance de Norton, donc la résistance de Norton, en fait ici, c'est le même principe que pour la résistance de Thevenin, c'est-à-dire que j'éteins les générateurs, donc les sources de tension sont remplacées par un fil, les sources de courant sont remplacées par un interrupteur ouvert, et ensuite j'applique les règles d'association des résistances, association en série et association en parallèle, pour justement déterminer la résistance équivalente aux bornes AB, à l'endroit où on va brancher le dipôle que l'on cherche à alimenter. Toujours avoir en tête que dans ce théorème de Norton, comme dans le théorème de Thevenin, nous retirons du circuit le dipôle que l'on cherche à alimenter. D'accord? Déjà, là, ce que l'on peut faire comme une première remarque, c'est que finalement, la méthode pour obtenir la résistance de Thevenin est la même que pour la résistance de Norton. Donc, on a déjà un équivalent entre les deux théorèmes, la résistance de Norton égale la résistance de Thevenin. L'étape suivante, c'est de déterminer le courant de Norton. Et pour déterminer le courant de Norton, toujours pareil, avec le dipôle que l'on cherche à alimenter retiré du circuit, nous allons déterminer le courant de court-circuit. Donc, c'est-à-dire que cette fois-ci, entre les bornes A et B, on ne va pas laisser les bornes A et B à vide, on va les relier par un court-circuit et on va déterminer le courant qui traverse ce court-circuit. Là, c'est pareil, on peut avoir différentes situations et les lois des nœuds, les lois des mailles, les lois de Kirchhoff de manière générale, le pont diviseur de tension et aussi, on n'en parle pas souvent, mais le pont diviseur de courant font partie de l'ensemble des outils que vous pouvez utiliser pour déterminer le courant qui va traverser ce court-circuit. Une fois le courant de Norton déterminé, nous avons donc la valeur de la source de courant et nous connaissons aussi la valeur de la résistance de Norton. On peut donc remplacer le circuit complexe original par une source de courant en parallèle avec une résistance de Norton. Et ensuite, aux bornes A et B, on vient cette fois-ci brancher notre dipôle que l'on cherche à alimenter par ce circuit. En conclusion, on peut dire ici que finalement, entre le théorème de Thevenin et le théorème de Norton, il y a des similitudes qui sont la résistance de Thevenin et puis la résistance de Norton qui sont les mêmes. Et on peut aussi faire un parallèle entre les deux circuits, ce qui permet de switcher très rapidement de l'un à l'autre en fonction du théorème qui est le plus adapté à la situation dans laquelle on se trouve. D'accord? En fait, le circuit de Thevenin, donc source de tension en série avec une résistance de Thevenin, est équivalent au circuit de Norton avec une source de courant en parallèle avec la résistance de Norton. Donc ça veut dire qu'en fonction du théorème avec lequel on est le plus à l'aise, on peut du coup switcher entre Thevenin et Norton en fonction du circuit sur lequel on est. Si on a beaucoup de sources de courant, beaucoup de sources de tension, on peut aussi naviguer entre les différents théorèmes pour pouvoir du coup simplifier le circuit à notre guise. Voilà pour le théorème de Norton. Nous verrons dans de prochaines vidéos la mise en application de ce théorème sur quelques circuits élémentaires. Dans cette vidéo, nous allons reprendre le premier exemple que nous avons étudié dans la vidéo de Thevenin, mais cette fois-ci, nous allons y appliquer le théorème de Norton. Donc je rappelle une source de tension E, deux résistances R1 et R2, avec un dipôle R à alimenter entre les bornes A et B. L'idée ici, c'est d'appliquer le théorème de Thevenin et de voir si nous retrouvons les mêmes résultats pour le courant I traversant la résistance R que lorsque nous avons appliqué le théorème de Thevenin. Voilà, donc c'est parti. Nous allons déjà commencer par appliquer la première étape du théorème de Norton. Alors, je vous rappelle, les deux étapes n'ont pas d'ordre. Je vais commencer ici, dans un premier temps, par déterminer la résistance équivalente. Pour cela, nous allons éteindre la source de tension E.
Alors, on le voit ici, j'ai éteint la source de tension E, j'ai remplacé par un fil, j'ai enlevé la charge R que je veux alimenter, et maintenant je vais calculer la résistance de Norton entre les bornes A et B, et là je me rends compte assez facilement que R1 et R2 sont en parallèle. Je vais donc avoir la résistance de Norton, que je vais noter Rn, qui est égale ici à R1 R2 sur R1 plus R2. Voilà, donc la résistance de Norton est déterminée. Maintenant, nous allons remettre la source de tension dans le circuit et déterminer le courant de Norton en court-circuitant les points A et B. Nous allons donc déterminer maintenant la source de courant du théorème de Norton. Donc la tension E est de nouveau de retour. Cette fois-ci, je veux déterminer le courant de Norton. Ça veut dire en fait que je vais court-circuiter ici la sortie de mon montage et déterminer le courant IN qui passe dans cette branche. Alors dans cet exemple assez basique, finalement, en fait, on voit qu'en appliquant le théorème de Norton, je court-circuite la résistance R2. D'accord? Donc en court-circuitant la résistance R2, je peux donc écrire ici que j'ai UR2 qui est égal à 0 V. C'est normal, puisque la différence de potentiel ici aux bornes de ce fil est nulle. La résistance R2 étant en parallèle avec le fil, évidemment, sa tension est nulle. Donc ça veut dire en fait que le courant de Norton, ici, va être aussi celui qui traverse la résistance IN. Donc c'est comme si ici ma résistance R2 avait disparu et que je me retrouvais finalement dans une maille très simple. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir trouver le courant de Norton, IN, dans cette maille simple ici. On voit que ça va être égal à E sur R1. Voilà. Donc j'ai le courant de Norton, E sur R1. J'ai aussi la résistance de Norton, R1, R2 sur R1 plus R2. J'ai donc mes deux éléments pour ensuite transformer le circuit du début en circuit équivalent de Norton. Tous les éléments du circuit sont déterminés. Donc le circuit de départ qui est ici, où je veux alimenter ce dipôle R entre les bornes A et B, va se retrouver équivalent à une source de courant de Norton, en parallèle avec la résistance de Norton, et ensuite ici notre résistance R, les points A et B se trouvant ici et ici. Donc là j'ai R, là j'ai Rn, et là j'ai le courant de Norton. Voilà, d'accord? Donc c'est assez direct sur ce cas simple, je pense qu'il permet de bien prendre en main le théorème de Norton. D'accord? On va refaire la même question que l'on avait faite dans la vidéo sur le même exemple avec le théorème de Thevenin, où nous avions calculé le courant I. D'accord? Donc on peut faire la même chose ici. Donc pour avoir le courant I, donc le courant I, c'est celui qui traverse la résistance R. Donc ici en fait, le courant ici, c'est donc notre courant IN. Si je veux le courant I qui traverse la résistance R, bah ici en fait, c'est l'occasion d'appliquer un pont diviseur de courant. Donc le courant I qui est ici, ça va être égal à la source de courant IN fois Rn sur Rn plus R. D'accord? Maintenant, je vais réinjecter ces résultats-là dans mon équation. Je vais donc avoir I qui va être égal à E sur R1 fois R1 R2 sur R1 plus R2, le tout sur R1 R2 sur R1 plus R2 plus R. D'accord? Je peux opérer quelques simplifications. D'accord? Le R1 plus R2 qui est en dénominateur ici viendra du coup au dénominateur de la fraction principale. Si je distribue, il va simplifier le R1 plus R2 ici et se distribuer avec le R1 plus R2 qui est ici. J'aurai donc au final le courant qui traverse la résistance R qui est égal à ceci. On obtient donc la même expression du courant qu'avec le théorème de Thevenin. Donc ça veut dire ici qu'on a déjà un bon point de vérification. Si vous voulez le faire dans votre entraînement personnel, c'est prendre un circuit de référence, appliquer le théorème de Thevenin dessus, le théorème de Norton, déterminer la même grandeur
au travers de ces deux théorèmes, et si tout se passe bien, vous devriez retrouver la même chose. Okay. Ce qui est important ici de retenir aussi, c'est que le théorème ici de Norton nous donne une résistance Rn qui est aussi égale à la résistance de Thevenin, puisque dans les deux théorèmes, la manière d'obtenir la résistance équivalente est la même. Voilà, donc pour cette application du théorème de Norton, donc on va maintenant passer dans des prochaines vidéos à des exemples un petit peu plus élaborés, mais toujours des exemples de référence pour vous aider ensuite, je l'espère, à être plus à l'aise sur des cas un peu, on va dire, variés.